Les mails, nettoyer sa boîte mail, ça sert à quelque chose? Totalement inutile. Alors vraiment inutile. Ça n'a aucun effet sur le climat, sur la consommation électrique. C'est une blague. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. Entrepreneur français du numérique, vous êtes coprésident du Conseil national du numérique, vous avez des responsabilités au sein de la Commission européenne aussi. Si on devait dérouler votre CV, on y passerait tout le podcast. Le numérique est-il aussi polluant qu'on le dit, Gilles Babinet? C'est-à-dire, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire, s'il est vrai qu'il y a une empreinte carbone du numérique, il faut rester les pieds sur terre. Et on voit passer des chiffres qui sont parfois complètement délirants et pire encore, qui sont propagés par des agences officielles. En France, on a des chiffres de l'ADEME, par exemple, qui n'ont pas été retirés de leur site web, qui évoquent 35 grammes de CO2 par email. Si vous étendez ça à l'année en prenant en compte le nombre de mails qui circulent en France, vous êtes aux alentours de 2,5 gigatonnes. La France émet 440 millions de tonnes. Donc vous seriez aux alentours de 5 à 6 fois ce chiffre-là. Donc ce qui montre bien que le chiffre est absurde. Voilà, et on a à répétition des chiffres de ce type-là. Et ces chiffres sont perpétués, répétés dans les médias régulièrement en plus. D'une part, c'est des chiffres qui sont anciens, puisque c'est un chiffre, je crois, qui date d'une étude de l'ADEME qui date de 2011, et qui sont répétés, amplifiés, parfois distordus, et donc on entend tout et n'importe quoi. C'est une caractéristique qui, je crois, est très spécifique à la France. C'est-à-dire que quand je voyage à l'étranger, on a des critiques à l'égard des émissions de CO2 du numérique, mais on n'a pas cette distorsion des faits aussi marquée. Mais c'est quoi les vrais chiffres, on va dire? Alors la vraie consommation du numérique. Est-ce que le numérique est plus polluant que l'aviation, par exemple? C'est à peu près équivalent. Alors c'est probablement moins polluant pour une raison simple, c'est que il y a un effet démultiplicateur physico-chimique des émissions de CO2 en haute altitude, des traînées d'avions. On considère que l'avion émet aux alentours de 2,5% du CO2 total émis, mais que son effet sur le réchauffement climatique, c'est plutôt aux alentours de 6 à 7%. Donc c'est très important. Alors que les externalités du numérique, on les connaît pas très bien, mais elles sont probablement positives par ailleurs. Il y a tout un tas de choses que le numérique permet qui économisent des émissions de CO2. Quand vous remplissez mieux des camions, des trains, même des avions, mais finalement vous optimisez et donc vous émetteriez plus si vous n'aviez pas des plateformes numériques. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à avoir une vision de tout cela? Parce qu'on a l'impression que c'est une complexité sans nom. Enfin... Non, on a des débuts d'études sur les externalités. Il y a de tout, hein. Il y a l'effet rebond, le fait que les plateformes Expedia, Booking, etc. nous permettent de plus facilement voyager. C'est une forme d'effet rebond, ça accroît les émissions de CO2 de façon tout à fait nette, et on pourrait imputer ça au numérique, clairement. Mais on est aussi dans un monde où tout est gratuit, c'est-à-dire où on ne paye pas les externalités, on ne paye pas le carbone. Si on commençait à payer le carbone, on mettrait le numérique au service de la décarbonation, et là on verrait sa puissance. Je pense que derrière les moyens de production d'énergie, donc production d'énergie électrique entre autres, eh bien le numérique est le deuxième outil immédiatement pour décarboner. Alors on va parler de ce que le numérique peut apporter, mais juste avant, si on reprend quelques points clés dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Par exemple, on nous a dit qu'il faut couper le Wi-Fi, couper la box à la maison. Ça a un sens selon vous? C'est très marginal, hein, quand vous savez que l'électricité française, elle est très largement décarbonée, elle est quasiment 8 fois moins carbonée que la moyenne mondiale. Eh bien, vous allez économiser un petit peu d'argent, peut-être. Enfin, c'est en centimes sur l'année, hein. Non, c'est en euros. En euros sur l'année, ouais. Mais quelques euros, effectivement. Mais en matière de décarbonation, c'est rien, en fait. Si vous avez de l'eau chaude qui vient d'un chauffe-eau à gaz, le fait de raccourcir vos durées de douche de quelques secondes aura incomparablement plus d'effet que de couper votre box. Les mails, nettoyer sa boîte mail, ça sert à quelque chose? Totalement inutile. Alors vraiment inutile. Ça n'a aucun effet sur le climat, sur la consommation électrique. C'est une blague. D'autant plus que on va consacrer du temps à faire ça, donc on va consommer du débit, Internet, etc. Vous allez surtout vous fatiguer, mais ça n'a pas d'impact sur... Je pourrais développer pour expliquer pourquoi, mais... Et c'est la même chose sur l'utilisation des ressources sur les plateformes. C'est-à-dire que si vous mettez tout dans le cloud,
Le stockage est très optimisé pour des raisons qui seraient longues à développer ici, mais très efficace énergétiquement. Mais quand même, les data centers, vous parlez du cloud, les data centers, bon, on sait bien que ce sont aujourd'hui des gouffres énergétiques. Oui, c'est vrai, mais c'est pas le stockage. Le stockage a un coût énergétique qui est extrêmement faible, parce que, en 2 mots, hein, vous avez différents types de stockage. Vous avez du stockage qu'on appelle in-memory, c'est dans la mémoire des semi-conducteurs de votre ordinateur. Derrière, vous avez des systèmes qui sont sur des disques durs assez particuliers. Et puis derrière, vous avez des stockages sur bande. Le stockage sur bande, c'est très lent, c'est long d'accès, mais d'un point de vue quantitatif et énergétique, c'est incroyablement efficace. Et la très grande partie de votre mur Facebook, si vous commencez à dérouler, est stocké de cette façon-là. Donc, n'imaginez pas que ça consomme de l'énergie. Mon mur Facebook est stocké sur des bandes magnétiques, c'est ça que vous dites, Gilles Babinet ? Ce sont les gens de Facebook qui m'ont raconté ça eux-mêmes. Mais c'est incroyable. Oui, et sur une bande qui fait, je sais pas, mais quelque chose comme 7 ou 8 cm de large, et qui fait plusieurs centaines de mètres de long, vous stockez des quantités d'informations qui sont des centaines de disques durs. Ouais, et on peut imaginer que c'est pareil chez Google, sur YouTube, etc. Tout le monde fait ça. Ouais, bah oui, c'est une manière d'alléger un peu la charge finalement. Bah, vous me rassurez, je vais avoir moins de scrupules à produire de l'audio, de la vidéo, etc. Oui, en revanche, ce qui consomme de l'énergie, c'est les usages, par exemple, d'intelligence artificielle. Où vous avez des calculs qui sont assez intensifs. Plus vous personnalisez les recommandations, notamment dans les réseaux sociaux, plus vous allez faire appel à des ressources consommatrices. Là, c'est à la fois du hardware et puis de l'intensité énergétique. Il y a la partie stockage de données et puis il y a la partie traitement, calcul en fait. Le cloud... actif, enfin, véritablement. Exactement. Et ça c'est très clairement, hein, c'est quelque chose qui est énergivore. Mais dans ce que moi j'observe, il y a effectivement ces data centers qui sont des gros consommateurs, et je pense que aujourd'hui il y a des arbitrages qui sont faits sur les niveaux de personnalisation en fonction de la quantité énergétique et l'intensité hardware à cet égard. Mais quand vous visitez un data center d'une grande banque, ce qui vous stupéfait vraiment, réellement, c'est la faible intensité des équipements. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le data center d'une grande banque il y a quelques mois, et on me montre toute une allée, et on me dit, bah ça c'est le CRM. Or, le CRM d'une entreprise, je peux le faire tenir sur un laptop, pour ainsi dire, si c'est bien fait. Si c'est bien structuré. Donc là, c'était mal fait, c'est ça que vous voulez dire. Oui, là, je pense qu'il y a un enjeu. Ouais. Je lisais il n'y a pas très longtemps, utiliser ce qu'on appelle du cloud public par rapport du cloud privé, est-ce que ça peut avoir un impact, ça d'après vous ? C'est-à-dire qu'en fait, on partage plus les ressources. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que oui, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire vous avez une optimisation des data centers qui deviennent avec des niveaux de performance très élevés, notamment sur les aspects de climatisation, d'affectation de la CPU, l'usage du travail des ordinateurs. C'est tout à fait vrai, mais on se rend compte que dans certains cas, vous avez un peu des marteaux pour écraser des mouches. C'est-à-dire que vous utilisez des ressources qui sont en mode SaaS et que vous n'avez pas optimisé parce que justement vous les utilisez en mode SaaS. Si vous les intégrez, je pense notamment à des ressources d'intelligence artificielle ou des choses comme ça, vous les passez ce qu'on appelle en edge. C'est le fait d'avoir un travail qui est le plus proche possible de l'endroit où on en a besoin, et on se rend compte que le edge, paradoxalement, plutôt que de centraliser, permet d'avoir une certaine économie de moyens. D'accord, donc c'est du cloud plus proche, c'est ça ? C'est plus du cloud, c'est du traitement au niveau local. Imaginons par exemple que vous ayez... ça revient un peu à l'informatique d'avant, alors non ? Ouais. Maintenant, les caméras, par exemple, elles suivent les individus dans les aéroports automatiquement. Le traitement est fait localement. Il n'est pas envoyé sur le cloud pour qu'on dise tourne à droite ou tourne à gauche. Et ça a une certaine économie dans certains cas. C'est la même chose pour les robots dans les usines. Ouais, bien sûr. C'est un peu comme les assistants vocaux, même les smartphones qui aujourd'hui sont capables de faire de la reconnaissance vocale avec les ressources qui sont embarquées. Exactement. Et là, vous êtes sur des systèmes qui sont très, très pas interprétés, qui sont vraiment conçus spécifiquement pour ce type d'usage. Vous n'avez pas 10 couches de logiciels qui fait que c'est très efficace. Oui, ce que vous dites rejoint ce que disait également Luc Julia, que j'interviewais il y a quelques temps, en disant qu'avec le cloud, c'était tellement facile qu'on a fait des bêtises, on en a abusé d'une certaine manière.
Exactement. On a des architectures qui sont complètement délirantes pour des usages qui sont pas du tout optimisés. C'est beaucoup du travail de codeur, donc de l'ingénierie. On arrive à avoir des niveaux d'économie, mais aussi d'ailleurs ce qu'on appelle le FinOps, c'est-à-dire l'affectation financière des ressources dédiées au calcul. On se rend compte que dès qu'on commence à creuser un peu, on fait des optimisations qui sont de facteur 10, 100 parfois. Donc la réduction du poids environnemental du numérique passe par les mains des codeurs. Très largement. Gilles Babinet, vous avez commencé cette interview en ayant des mots très durs à l'encontre de l'ADEME, l'agence officielle gouvernementale qui diffuse tous les chiffres qui circulent à droite à gauche sur bien l'impact environnemental de nos activités. Et vous dites ces chiffres sont faux. C'est violent, ça. Écoutez, l'ADEME est une très belle agence qui a des missions qui sont absolument essentielles dans la transition énergétique de ce pays, mais je ne peux que constater que, malgré les critiques, ils conservent des chiffres faux en ligne. C'est vrai d'ailleurs pas uniquement que pour le numérique, je l'observe aussi pour le nucléaire, où il y a tout un tas de chiffres qui sont extrêmement contestés. Le plus basique étant la quantité d'émissions de CO2 du nucléaire, sur lequel ils ont continué à avoir des chiffres qui sont faux, qui sont maintenus en ligne. Et ils le savent. Mais c'est quoi ? C'est un dérapage vers une forme de militantisme ? Je crains que ce soit ça. Je pense que c'est une agence qui n'est pas sous contrôle. Pour l'instant, d'ailleurs, elle n'a pas pour l'instant de directeur. Et vous avez des gens qui confondent la fonction d'agent public et la fonction de militant. Et malgré tout, toute notre vision du poids énergétique du numérique, enfin, et de toutes les questions énergétiques, en fait, passe par ces chiffres-là. Quelles sont les autres sources d'informations, du coup, auxquelles on pourrait faire confiance ? Alors, il y en a une que je trouve très crédible, qui est l'Agence internationale de l'énergie, qui a fait à la fois des travaux sur le numérique et sur le nucléaire, et qui a des chiffres qui sont malheureusement assez différents de ceux de l'ADEME, ce qui est dommage. Qu'est-ce que vous lui reprochez en ce qui concerne le nucléaire ? Vous avez toujours cette perception. Maintenant, les Français sont massivement en faveur du nucléaire, mais vous avez effectivement toujours 40% des Français qui pensent que le nucléaire émet du CO2, alors que c'est une énergie qui est quasiment totalement décarbonée. Quand vous êtes, il y a des travaux qui ont été faits qui mettent aux alentours de 4 grammes par kilowattheure les émissions de CO2 du nucléaire, c'est marginal. Bon, alors là, on s'écarte un tout petit peu de l'aspect numérique, mais malgré tout, c'est très lié, puisque effectivement, l'électricité en France, c'est soit 70% de nucléaire. La perception, enfin, les discours aujourd'hui publics restent très anti-nucléaires. Il y a une diffraction effectivement entre le corps politique, les médias et la population, puisque le dernier sondage évoquait, je crois, 78% des Français qui sont désormais soit neutres, soit favorables au nucléaire. On voit bien que ça n'est pas le cas dans certains médias à cet égard. Il y a quelque chose qui est, je crois, une forme de militantisme décroissant, très marqué au sein de ces acteurs. Et je vous avoue que ça me laisse parfois un peu pantois parce que d'abord ça s'oppose à la science, à ce que dit la science à cet égard. Et puis au-delà de ça, ça ne reflète pas ce que pense l'opinion. Oui, mais enfin, le nucléaire, il reste quand même une énorme épée de Damoclès avec le risque nucléaire qui effectivement est terrifiant. Oui, mais toute forme d'énergie vient avec des inconvénients. Vous faites des barrages, c'est la source d'énergie qui fait le plus de morts. Les barrages, c'est assez décarboné, moins que le nucléaire, mais voilà. Vous faites des éoliennes, eh bien, vous abîmez le paysage. Vous avez un système qui est intermittent, c'est-à-dire qui produit de l'énergie quand il y a du vent ou du soleil, et ainsi de suite. Et donc, quand vous regardez les inconvénients du nucléaire, c'est l'énergie la plus dense qui soit. Il n'y a pas d'énergie plus dense que celle-ci. C'est une énergie qui fait un nombre de morts qui est à peu près équivalent au solaire et à l'éolien. Mais il y a toujours la peur du grand accident nucléaire qui, lui, forcément... Oui, mais on en a eu plusieurs. Donc on sait comment ça se passe. Si vous ramenez ça, Fukushima, entre autres, et Tchernobyl sont là pour nous le montrer. Si vous ramenez ça aux usages totaux de l'énergie produite par le nucléaire, c'est marginal. Alors, on va parler de choses un peu plus gaies. Le numérique a son poids énergétique, mais sans faire de solutionnisme technologique, le numérique peut également contribuer
à la décarbonation. C'est ce que vous dites. Oui, ça sera même le cas, à condition qu'on mette un prix sur le carbone, parce que pour le moment, c'est de la RSE, le carbone. C'est le bon vouloir des entreprises de le faire. Beaucoup d'entreprises n'ont aucune obligation à cet égard. Et donc, on n'a pas de raison de décarboner, d'utiliser les technologies pour ce faire. Mais imaginons un instant que on commence à avoir un intérêt pour décarboner. Vous allez avoir des arbitrages qui se font tout de suite. Je parlais avec un grand industriel il y a quelque temps, qui me disait, nous, c'est extrêmement simple. Soit on fait tout venir par avion de Chine, et c'est très carboné, soit on le fait venir par bateau, mais pour le coup, on doit financer des stocks. Et on se rend compte que le coût de nos stocks est à peu près équivalent au coût du transport par avion. Donc, finalement, on préfère avoir les produits les plus récents, qui n'ont pas 3 mois de délai pour venir par bateau. Si on avait un coût du carbone, on changerait tout de suite. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres à cet égard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir des supply chains qui sont dynamiques, avec notamment de l'intelligence artificielle, parce que quand vous fournissez, vous êtes un fabricant de voitures par exemple, vous n'avez pas uniquement que le prix, la disponibilité, vous avez la qualité, le double sourcing, le risque de défaillance de votre supply chain, etc. Donc vous rentrez beaucoup de paramètres qui sont très difficiles à traiter par des opérateurs humains et qui sont assez facilement traités par des intelligences artificielles. Ça, c'est un exemple dans les supply chains qui sont 80% des émissions du monde industriel. Il n'y a que 20% qui sont les processus transformatifs. Eh bien, vous arrivez à optimiser très très fortement grâce à l'intelligence artificielle. Si je prends un autre exemple qui est celui des transports, c'est la même chose. Les transports, vous pourrez réussir à avoir du multimodal, c'est-à-dire passer de la trottinette au TGV pour faire un peu caricatural, en évitant les ruptures de charge, parce que vous êtes capable de prévoir et donc d'affecter des ressources de façon optimale. Et ça, c'est aussi de l'intelligence artificielle. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les systèmes sont fractionnés. Ils ne fonctionnent pas de façon intégrée. Mais demain, on va avoir ce qu'on appelle des plateformes de masse, de mobility as a service, comme ça existe déjà dans quelques pays, notamment scandinaves. Et c'est extrêmement efficace parce que ça permet aux gens de se dire, en fait, j'ai pas de risque d'aller de tel point à tel point, de me retrouver en carafe, et donc je vais éviter de prendre ma voiture. Qu'est-ce qui manque selon vous? C'est quoi alors? Pourquoi est-ce qu'on ne parle de ça qu'au futur? La première chose, c'est un prix du carbone, parce que il faut qu'il y ait un intérêt économique à faire ce type de plateforme et Donc c'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi, un impôt carbone, un coût coût de la tonne, quoi. C'est qu'on augmente les taxes sur l'essence et le gasoil, pour commencer. On sait les problèmes que ça peut représenter, voilà. Mais aussi sur tout type d'équipement, c'est-à-dire que vous fabriquez des routes, vous mettez du bitume pour faire ces routes-là, c'est du carbone, c'est pas autre chose, et ainsi de suite. Donc tous les actes marchands devraient être soumis à une taxe carbone. Alors le gros problème, c'est les enjeux les gens qui sont précarisés, pour lesquels ça augmente le coût de la vie. Il y a une recommandation qui est très simple, qui est faite par des groupes d'économistes essentiellement américains, qui disent c'est pas compliqué, on rembourse ce qu'on appelle le dividende carbone à tout le monde. Donc vous êtes un foyer, en France, un foyer c'est aux alentours de 10 tonnes par an d'émissions de CO2. Vous mettez ça, on va dire, à 200 €, vous recevez un chèque de 2000 €. C'est plutôt sympa, Mais de l'autre côté, vous êtes taxé sur tout ce que vous consommez. Oui, tous les prix augmentent. Tous les prix augmentent, exactement. Mais en fait, ils augmentent juste parce que vous payez vos externalités. Ouais. Vous abîmez la voiture. Une voiture coûterait quoi? 4 fois plus cher? Une voiture, c'est je crois quelque chose comme 4 tonnes de CO2 pour la fabriquer. 5 tonnes de CO2, 4,5 tonnes, je crois, quelque chose comme ça. Donc effectivement, elle coûterait 2000 € de plus. Mais c'est pas 4 fois plus cher quand même. C'est pas 4 fois plus cher. Mais c'est pas négligeable. Mais ça n'est que justice, c'est normal. Vous laissez vos ordures dans la nature, il faut que quelqu'un vienne les ramasser, clean ça. Là, vous laissez votre CO2 dans la nature, personne ne le ramasse, mais vous abîmez l'environnement. Et donc, un dédommagement pour les personnes à plus bas revenus, quoi. Exactement. Ouais. Alors, vous pouvez soit dédommager tout le monde, et puis dire je vais affecter une partie des taxes carbone à la décarbonation, justement, soit effectivement faire quelque chose qui ne concerne que les bas revenus.
Vous faites la différence entre ce que vous appelez le Green IT et le IT for Green. Ça veut dire quoi ? Dans un cas, c'est les systèmes d'information, les émissions endogènes de ces systèmes. Et comment est-ce qu'on limite ces émissions ? C'est utiliser votre laptop, votre smartphone, etc. Tout ça, c'est du Green IT. Et le IT for Green, c'est les externalités positives ou négatives que produit ce système d'information. Donc dans les négatifs, c'est le fait que c'est devenu tellement simple d'acheter un séjour en Turquie que vous le faites plus. Ça, c'est le fait que les avions coûtent moins cher, qu'on a industrialisé les systèmes d'information dans les hôtels, et puis que la façon dont vous réservez est beaucoup plus facile qu'auparavant. Vous n'avez pas à aller dans une agence de voyage. Vous êtes le soir en train de vous dire, tiens, si j'allais passer un week-end de 3 jours à Mamet. C'est ce qui encourage le tourisme de masse. Quoi, exactement. Et ça, c'est une catastrophe pour l'environnement. C'est-à-dire que, imaginons que vous alliez passer 3 jours à Mamet, vous êtes très facilement aux alentours de 2-3 tonnes. C'est la moitié de votre empreinte carbone. Donc c'est pas terrible. Si vous le faites 3 fois, si vous le faites 3 fois dans l'année, vous avez explosé votre empreinte littéralement. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut arrêter en réalité et de fait mettre des coûts carbone là-dessus, ça va renchérier ce genre de choses. Moi je pense qu'il faudrait un coût qui évolue très rapidement d'ici 2030 aux alentours de 300 € la tonne. Donc vous voyez bien que l'économie de ce système ne fonctionnerait plus. Ouais, c'est fini les billets d'avion à quelques centaines d'euros. Hein. Exactement. Et ça, c'est de la technologie. C'est-à-dire que pour réussir à capter ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire non pas les émissions que vous faites en tant qu'acteur économique, mais celles de ce que vous sous-traitez, ce que vous achetez à l'extérieur, eh bien c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut des systèmes qui sont très intégrés, des ERP qui sont très très solides, et qui vous permettent de ramener le carbone de vos fournisseurs. Ça va arriver, mais il faut sans doute que le régulateur accélère un peu si on veut que ça arrive avant 2030. Merci Gilles Babinet. Merci pour ce regard multi-angle sur la problématique du numérique et de l'environnement. Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique et Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne, entre autres fonctions que vous occupez.